bête. Bienvenue à tous, c'était il y a à peine 5 mois, le port de Casablanca était bloqué après une grève des transports routiers. 5 mois après, rebelote, pas au port mais à Casablanca, des débrayages ont commencé dans la capitale économique il y a près d'une semaine. La grève pourrait concerner bientôt d'autres villes. À l'origine, la demande de certains transporteurs d'une surcharge de 30%, ce que leur a promis le ministère du Transport fin décembre. Alors va-t-on vers une nouvelle crise des transports? Quel impact? Quelle solution également? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Au décodeur ce matin, Amine Diori, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. Hicham Hamadi également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Analyste politique et économique, directeur général de Hitch Maroc. En deuxième partie d'émission, nous parlerons d'un géant qui pèse plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le géant du e-commerce Amazon qui poursuit sa poussée dans le commerce physique avec une nouvelle chaîne de supérettes. Après l'achat de l'enseigne alimentaire bio Whole Foods pour 14 milliards de dollars, ce sont des chaînes régionales de distribution qui intéressent le groupe de Jeff Bezos aux États-Unis principalement. Alors pourquoi? Quelle stratégie? Quel risque de voir le géant du e-commerce s'immiscer dans les commerces physiques? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Vos réactions, vos questions sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Va-t-on vers une nouvelle crise du secteur des transports routiers, Amine Diori? Effectivement, ça semble être le cas. Donc il faut peut-être rappeler le contexte. Il y a à la fin du dernier trimestre 2018, donc on a eu une série de grèves des transporteurs routiers. Donc à l'issue de ces grèves, le ministre de l'époque, enfin le ministre de l'équipement et des transports avait fait une annonce forte qui était celle de permettre un dépassement de 30% de la charge pour les transporteurs. Alors stop, je pense qu'on peut applaudir. Ouais, ok. Parce que dans un pays où il y a quand même 3000 morts sur les routes, je pense qu'une situation, enfin, un acte comme celui-ci, même si effectivement, on va en parler, on va augmenter le secteur du transport est particulier, le nombre de morts, routier, pardon, direct, 30% au nombre de morts de plus, c'est bien. Ouais, non. Il suffit simplement de rouler sur l'autoroute pour se rendre compte du danger que ça représente. Il y a un danger pour les automobilistes. Ouais, effectivement. Non, sans compter également la dégradation que ça fait sur les voies publiques, parce qu'un camion qui pèse plusieurs tonnes et qu'on surcharge encore, vous voyez tout de suite l'état des routes le lendemain. Bref. Et donc, malheureusement, le ministre des Transports s'est un peu avancé par rapport à cette mesure. Et aujourd'hui, tout simplement, les transporteurs routiers de moins de 19 tonnes réclament l'application de cette mesure. Et comme ça n'a pas été mis en place, ils proposent de faire grève. Alors après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est pas un mouvement unifié des transporteurs routiers, puisque les plus de 19 tonnes, donc les transports, le transport lourd, c'est réglé. Eux, c'est réglé, ils ne feront pas grève, et puis ils sont affiliés généralement à la CGM qui elle, ne suit pas la grève. Ouais, donc là, on parle bien des moins de 19 tonnes. Pour l'instant, c'est principalement l'UMT, en tout cas les fédérations liées à l'UMT qui sont mobilisées. Il y a des négociations qui ont débuté. D'ailleurs, il y a eu un PV, mais qui n'est pas encore signé, puisqu'il y avait une réunion lundi entre les différents représentants et le ministère de l'Équipement et des Transports. On s'avance un peu trop quand on dit qu'il va y avoir une crise du transport, ou ça peut être une hypothèse réelle? Moi, je pense que c'est une hypothèse réelle qui arrivera. Maintenant, ce qui est grave dans cette situation, c'est qu'on a un syndicat, on a des gens qui cherchent des passe-droits. On a des gens qui se battent pour faire en sorte à ce qu'il y ait un passe-droit. On n'applique pas la loi, tout simplement. Et qu'un ministère est en train de jouer le jeu en disant, tiens, on va vous autoriser à bypasser la loi. Quelque part, malheureusement, j'ai envie de vous poser la question, mais on a l'impression que ça encourage un petit peu. Quand on laisse cette autorisation de 30% de surcharge, ça peut encourager que les transporteurs avoir des passe-droits et en avoir davantage. Exact. C'est ce qui se passe. Malheureusement, c'est qu'on est au moment où on est en train de régler un certain nombre de choses dans notre pays, au moment où on est en train de nous concentrer sur les chantiers prioritaires, à savoir
savoir l'inclusion des corporations de médecins, de pharmacies au niveau des impôts au moment où on est en train d'essayer d'inclure les commerçants, bah tiens, il y a une corporation qui ne veut pas appliquer la loi. Et en gros, ça me rappelle le débat de la ceinture, le ceinture de sécurité des taxis qui ne voulait pas mettre parce que on estime que nous, on n'en a pas besoin. Donc je ne comprends pas le fond du sujet. Je ne comprends pas comment on peut se mettre autour de la table pour ne pas appliquer la loi. Alors l'idée pour l'instant du ministère de l'Équipement et des Transports, c'est de jouer sur tout ce qui est contrôle technique des moins de 19 tonnes et peut-être en parallèle appliquer cette autorisation de surcharge. La solution est simple. Ils veulent transporter plus, ils n'ont qu'à avoir des camions plus grands. C'est aussi basique que ça. Mais oui, exactement, tu as complètement raison. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'à une époque où il y avait très peu de licences pour les plus de 8 tonnes, ceux qui voulaient faire du transport routier ont acheté des camions de 3 tonnes 5 pour lesquels il n'y a pas besoin d'agrément. Donc ils peuvent rouler librement. Le problème, c'est qu'ils ont transformé ces véhicules en augmentant la taille des roues, etc. Ce qui fait qu'ils ont pu multiplier par 4 le poids qu'ils pouvaient transporter, ce qui est extrêmement dangereux, parce que là, on transforme un véhicule qui finalement n'est pas utilisé tel qu'il devrait l'être. Donc un véhicule comme ça qui passe au contrôle technique, c'est niet, il passe pas. Évidemment qu'il passe pas. Donc situation très complexe. Très complexe. Effectivement. Et donc rajouter 30% de surcharge, c'est rajouter un risque supplémentaire pour tout le monde. Hicham m'a dit nous le faire payer. Parce que in fine, ça abîme la chaussée. Ça fait que la collectivité va mettre plus d'argent dans la maintenance. Donc en gros, ils sont en train de demander un passe-droit et c'est nous qui allons le payer. Hicham m'a dit justement quelle solution pourrait trouver le ministère de l'Équipement et des Transports pour ces moins de 19 tonnes qui aujourd'hui malheureusement créer des situations qui peuvent être parfois mortelles pour les usagers de la route. Est-ce qu'on peut faire appel aux banques pour aider à des financements, pour agrandir son camion, pour acheter un nouveau camion? Je pense que il faut qu'il fasse figure d'autorité. L'application ferme, claire de la loi. 1. 2. Le problème, c'est que ça va mettre beaucoup de monde sur le carreau. Que je sache, c'est une affaire privée. S'ils arrêtent de travailler, ils arrêteront de gagner de l'argent. Bien sûr. Et je pense que ça peut pas durer plus d'une semaine ou deux parce que les gars, ça touche leur poche. Donc en gros, s'ils veulent faire grève, ok, allons-y, ça nous touchera parce qu'effectivement ils transportent des biens de première consommation. Mais en toute sincérité, je veux pas payer le prix moi, parce que dire 30% de surcharge, ça veut dire que nous on va payer le prix au niveau des routes et on va le payer parce que... Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes de financement alors, il faut inventer pour tenter de sortir cette crise sur un moyen long terme? Travailler sur cela, c'est une bonne chose. De se dire, tiens, on va vous accompagner pour moderniser tel qu'ils l'ont fait avec les taxis, c'est une très bonne chose. Travailler sur des moyens de financement avec les banques, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que le regard soit orienté vers ça plutôt que... Parce qu'ils se concentrent, ils font grève parce qu'on veut obliger l'État à nous donner 30% de surcharge. C'est aussi basique que ça. Et puis la question qui se pose aussi, c'est pourquoi la CGM ne suit pas ce mouvement? Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui les petits camions, ceux de 3 tonnes 5 et un peu plus, ils sont dans une concurrence déloyale par rapport aux gros. C'est-à-dire qu'au lieu de transporter ce qu'ils devraient transporter, ils transportent 15 tonnes, 16 tonnes, alors que ceux qui jouent le jeu, eux, ils sont pénalisés finalement, puisque il y a une concurrence déloyale sur les prix, sur tout ce qui est transporté, le poids qui est transporté. Et donc finalement, il faut une réglementation. Il faut que le secteur soit régulé finalement, et rajouter, permettre justement 30% de surcharge, ça ne va pas dans le sens d'une régulation du secteur, qui à mon avis est une très mauvaise chose. Par rapport à ce que vous disiez sur la modernisation du parc des transporteurs, oui, c'est effectivement l'État pourrait aider à renouveler justement le parc actuel qui est vieillissant, et permettre à chacun de pouvoir avoir de nouveaux véhicules qui seraient plus efficients. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Où est-ce qu'on pourrait aller chercher le budget du côté de l'État? On peut imaginer un mécanisme public-privé entre les banques et l'État, peut-être prendre de l'argent. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Aller chercher de l'argent peut-être dans les autoroutes, ou en tout cas dans certains budgets qui sont spécifiques. Il faut arrêter avec cette logique d'assistanat. Il faut que l'État se
peut-être un mécanisme de garantie, ça c'est possible, ouais. De garantie de financement avec une banque, de mise en place d'un produit spécifique, oui. Maintenant, que d'aller financer du privé pour qu'il puisse changer de camion, pour qu'il gagne plus d'argent, je vois mal, je vois mal l'intérêt public. Vous savez, ça veut dire, enfin, si on fait le parallèle, ça veut dire que moi, sur ma voiture, bah, s'il leur donne intérêt, 30%. Sauvegarde d'emploi, entre guillemets. Oui, mais c'est un intérêt de rentabilité. Si on fait le parallèle, bah moi sur ma voiture, je voudrais transporter 8 personnes. Et les taxis, les taxis rouges, il va falloir qu'ils transportent 5 personnes, parce que c'est 30% de surcharge de plus. Et bah on continue. On rajoute une remarque au taxi rouge. Exactement. Bah oui, malheureusement c'est ça, c'est que c'est la même demande, c'est équivalent. Moi qui suis citoyen, pourquoi je ne suis pas autorisé sur ma voiture, si je dépasse 5 personnes, je suis pénalisé. Et bah tiens, bah je voudrais 8 personnes moi aussi. Moi, honnêtement, je suis transporteur routier. Quel serait mon intérêt aujourd'hui à renouveler mon véhicule, à m'endetter sur une longue période, sachant que il y en a d'autres qui ne jouent pas le jeu. Tant qu'on n'a pas régulé le secteur, moi j'ai aucun intérêt à m'endetter sur plein d'années, à acheter un nouveau véhicule, sachant que derrière je vais perdre de l'argent face à une concurrence déloyale. Il faut parler à tout le monde. Il faut parler à tout le monde. Tant que les règles ne sont pas claires, évidemment, ça n'encourage pas au renouvellement. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi une autre demande du secteur, c'est aussi le gasoil professionnel, parce que le gasoil aujourd'hui est une composante très très importante dans le transport routier. Et puis avec l'augmentation de l'essence, effectivement, c'est une charge très importante. Donc, il demande une aide de l'État justement pour avoir un prix préférentiel. Ça, c'est un vrai débat. Ouais. Et non pas de rajouter 30% de surcharge. Oui, effectivement. La suite des Décodeurs Atlantiques, bienvenue à tous si vous nous rejoignez ce matin avec nous. Hicham Hamadi, analyste politique et économique, directeur général de Hitch Maroc, rebonjour. Oh, bonjour. Amine Diouri, responsable PME chez Inforisk Dun & Bradstreet, rebonjour. Oh, bonjour. On parle donc des transports routiers en grève depuis jeudi dernier à Casablanca. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore étendu à d'autres villes. Il y a cette menace, il y a des discussions avec le ministère de l'Équipement et des Transports. Il y a un PV qui n'a pas encore été signé ce lundi à la sortie de ces discussions. La problématique, c'est cette autorisation qu'a laissé entendre, en tout cas autorisée pendant 3 mois, cette surcharge de 30% pour les camions de moins de 19 tonnes, puisque pour les plus de 19 tonnes, on le rappelle, c'est réglé. Alors, on a évoqué ce sujet en première partie. Je voudrais qu'on termine cette première partie des Décodeurs Atlantiques sur peut-être le secteur en soi. Est-ce qu'on peut dire carrément secteur chaotique Amine Diouri, vous nous parliez tout à l'heure pendant la pause publicitaire de ces formations dans le secteur du transport routier. Oui, chaotique, ça peut être le mot, je pense. En tout cas, un manque de structuration, ça c'est certain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 30 000 chauffeurs transport qui n'ont pas la carte professionnelle. Qui roulent sans. Donc c'est problématique. Après, il y a la question de la formation professionnelle qui est obligatoire et continue. Et le ministre avait fait une autre promesse que celle du dépassement de 30%, c'était d'offrir cette formation gratuitement justement aux transporteurs. Oui, et alors ? Et ils attendent toujours. Et donc dans l'attente, les centres de formation en attendant se sont complètement vidés, en attendant que la mesure soit effective. Malheureusement, quand une mesure est décidée, surtout celle-ci, il faut à un moment donné, il y a un appel d'offres pour déterminer quel centre de formation sera choisi. Ça met du temps. Il faut donner l'argent nécessaire pour financer cette mesure, donc ça sera pas immédiat. Et en attendant, personne ne se présente dans ces centres de formation. Mesure déjà budgétisée. On parle de quelques millions de dirhams. Non, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que pour un transporteur routier, ça représente quand même 8000 dirhams chaque fois qu'il va dans ce centre de formation. Donc ça n'est pas rien, c'est quand même un montant assez conséquent, surtout pour des moins de 19 tonnes. Hicham Hamadi, là vraiment il y a un problème complexe. Ça peut faire penser au côté politique. Pour l'instant, l'impasse dans laquelle est Lassane Daoudi, le ministre des Affaires générales et de la gouvernance, sur cette question de plafonnement des marges des carburants. On a l'impression qu'il y a 2 ministres actuellement qui sont en difficulté au sein de ce gouvernement. L'un sur le dossier des carburants
et le second donc sur ce secteur du transport routier. Je pense que le fond du sujet, c'est principalement le carburant, parce que si on résout cette partie, on résout le reste. Même si je suis pas d'accord sur le plafonnement, je suis de l'avis du Conseil de la concurrence, parce que le plafonnement, quand on a décidé de libéraliser, on est dans un monde libre où chacun pratique les marges qu'il veut. Moi, j'accepterai pas que demain quelqu'un vienne dans mon entreprise me dire tiens, on va réguler tes marges parce que on l'a décidé ainsi. Là, le GPM fait plutôt une ouverture, se dit plutôt favorable. En revanche, non aux subventions. On va voir ce qui va aboutir dans les prochains jours. Nasser Daoudi avait dit d'ici le 15 mars, c'est réglé. Bon. Je pense que la solution pour les transporteurs, c'est le carburant professionnel. Je pense que c'est quelque chose qui existe partout dans le monde, avec un marquage visuel, avec un additif qu'on met qui change la couleur, qui fait qu'on le maîtrise et qu'on maîtrise où est-ce qu'il est servi. Ça a du sens. Et ça a du sens effectivement pour soutenir non pas les transporteurs, mais le pouvoir d'achat des Marocains, parce que quand on transporte moins cher, le produit arrivera moins cher et donc on l'achètera moins cher. Ça a du sens économique pour tout le monde. Ça va favoriser. On rappelle qu'il y avait une flambée des prix des fruits et des légumes lors de ce blocus du port de Casablanca par les transports routiers en octobre-novembre. Ça va favoriser la consommation et donc le pouvoir d'achat des Marocains et tout. Ça a du sens. Maintenant, le débat actuellement, et pourquoi ils font grève, c'est principalement pour la surcharge. Donc les gars veulent avoir 30% de surcharge, veulent prendre plus de temps. Mais est-ce que leur a promis le ministre ? Franchement, je me pose la question comment on peut se mettre autour de la table pour trouver un passe-droit. Je n'arrive même pas à imaginer qu'on puisse discuter. Créons un passe-droit sur les impôts. Moi, je veux payer que 5%. C'est tout, point barre. Moi, je ne veux pas payer 30%. Je veux payer 5%. Et négocions. C'est du n'importe quoi. Mais donc, erreur politique. Je pense que c'est arrivé à un moment où on voulait simplement calmer, parce qu'on savait pas ce qu'on allait faire sur le carburant, parce que c'était pas décidé. On s'était dit, on va autoriser, pas autoriser. On fait un PV dans lequel on dit qu'on discute. Ça a calmé les choses, mais là, ils ont une bombe. Il faut que la fermeté de l'application de la loi est obligatoire. Par contre, les mécanismes d'accompagnement, et c'est là où... Donc, mécanisme de financement principalement, on en parlait tout à l'heure. Là, on peut trouver des solutions de financement. De formation, d'accompagnement de changement de véhicule, comme ce qui a été fait sur les taxis, de mécanismes de mise à niveau. Oui, ça, c'est des choses qu'il faut faire. Des mécanismes de garantie et mettre, on va dire, un financement bancaire avec un produit spécifique, ça a du sens. Donc ça, ils sont dans leur plein droit de le négocier, de l'exiger, de faire en sorte à ce que l'État soutienne ce secteur. Mais de là à se dire, on veut aller avec une je ne le comprends pas, je n'arrive même pas à le concevoir. Amin Diori. Pour moi, la sortie de crise, elle se fera si au moins une des mesures proposées par le ministre est tenue. À mon avis, il n'est même pas question de parler du dépassement de 30%, c'est vraiment trop dangereux. Mais ne serait-ce que, par exemple, les autres mesures, par exemple la couverture sociale pour les salariés du secteur, la gratuité de la formation professionnelle, ou ce que vient de dire Hicham par rapport au gasoil professionnel, si une de ces mesures-là peut être tenue, ça pourrait, à mon avis, atténuer la crise. Maintenant, donc il y a des moyens de discussion. Oui, mais ça a un coût pour l'État. Peut-être été posé sur la table ce lundi. Ouais, mais ça a un coût pour l'État, le gasoil professionnel, même si effectivement ça permettra de réduire effectivement le coût pour les transporteurs, mais il faudra bien financer une fiscalité spécifique pour le transport. Et donc c'est l'État qui paiera. Idem pour le. C'est nous qui paierons à la fin. Oui, voilà, exactement. Ce qu'on récupère d'un côté, on le paiera de l'autre de toute façon. Tiens, j'ai une proposition. Allez-y, on va clôturer avec votre proposition. Pour que créer un carburant professionnel et la gratuité de la formation devrait être étroitement liée à la transformation en auto-entrepreneur. S'ils veulent aller plus loin, s'ils ont des demandes sérieuses, la gratuité plus le carburant professionnel contre la carte d'auto-entrepreneur et qu'ils participent dans la vie de la cité, parce que je suis presque sûr, et là je vais me ramasser certainement des gens qui vont pas être contents, que 80% travaillent dans le noir et sont pas dans le système. Et bien voilà, en tout cas une proposition ce matin. Dans un instant, on va parler d'un géant du e-commerce, le géant peut-être du e-commerce, Amazon, qui poursuit sa poussée dans le commerce physique avec une nouvelle chaîne de supérettes, des chaînes de supérettes régionales aux États-Unis. Ce n'est pas anodin, et cela intervient après l'achat de l'enseigne alimentaire bio Whole Foods pour 14 milliards de dollars. Alors que vient faire un géant du e-commerce dans le commerce physique? C'est la question qu'on va se poser. Quelle est la stratégie d'Amazon? On en parle juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Amin Diori, un coup de gueule, un coup de cœur ce mercredi? Un coup de cœur,
Pour la CCG, pour ce qui a été annoncé récemment, plusieurs points importants. Donc déjà une augmentation intéressante de l'activité, des crédits garantis octroyés grâce justement à la CCG en augmentation de 10%, dont une très grande partie, 20 milliards sur 26 milliards pour les TPME. Donc ça c'est une très bonne chose. Le lancement du programme Innovinvest aujourd'hui, également 60 startups financées, c'est une très belle chose. Et le dernier aspect, c'est la rationalisation des produits proposés par la CCG. Avant, c'est vrai qu'il y en avait énormément. Maintenant, il y en a 3 principalement, enfin par rapport aux anciens, liés aux besoins en fonds de roulement, au financement du fonds de roulement et de l'investissement. Et à côté de cela, de nouveaux produits qui sont venus, donc la mezzanine et la garantie pour la microfinance. Donc pour les PME. Pour les PME, oui, effectivement. Donc très bonne chose, très bonne mesure. Hicham Hamadi, coup de gueule, coup de cœur? Coup de cœur, et c'est mon premier depuis quelques mois, depuis 4 ou 5 mois. Malheureusement, il vient d'ailleurs. Le premier 2019. Exact, allons-y. Il vient d'ailleurs, il est footballistique. Oui. Ce qui s'est passé hier pour le Real est extrêmement révélateur de quelque chose d'important, c'est que des gamins ont pu battre une grande équipe, des gamins dont le capitaine a 19 ans, ça donne envie, ça montre que l'ambition, la volonté peut faire en sorte à ce qu'on gagne et que c'est pas les moyens. Le budget de cette équipe est 10 fois moins important que celui du Real, et j'espère que on calquera ce modèle, parce que chez nous un joueur ne devient mature qu'à partir de 29-30 ans, il lui reste une année pour jouer, alors que le capitaine de cette équipe avait 19 ans. Je ne veux pas faire référence à l'âge mental, mais j'espère qu'à un moment, on puisse faire confiance à nos jeunes. Deuxième partie des Décodeurs Atlantiques, ce matin toujours avec Hicham Hamadi, analyste politique et économique, directeur général de Hitch Maroc, Amine Diouri, responsable PME chez InfoRisque, Dun & Bradstreet. On parle donc d'Amazon ce matin, Amazon qui pèse désormais un peu plus de 1000 milliards de capitalisation boursière aux États-Unis, le géant du e-commerce qui poursuit sa poussée dans le commerce physique avec une nouvelle chaîne de supérettes, régionale après l'acquisition notamment de l'enseigne alimentaire bio Whole Foods pour 14 milliards de dollars, et puis ces chaînes également de supérettes Amazon Go. Ça fait combien de temps, Amine Diouri, que Amazon se lance maintenant dans le commerce physique? Un peu plus d'un an, un an et demi exactement. Alors, ça fait maintenant 2 ans en tout cas qu'ils ont racheté la grande enseigne Whole bio, Foods. Whole Foods exactement. Et ils ont aussi lancé leur concept Amazon Go, donc ça aussi c'est en train d'être développé. Et effectivement, ils ont l'objectif de lancer toute une chaîne de magasins physiques à travers les États-Unis. Moi, quand on me parle d'Amazon, c'est assez bizarre. D'un côté, je suis extrêmement admiratif par rapport à la stratégie mise en œuvre par Jeff Bezos, et de l'autre côté, moi, chaque fois qu'on me parle d'Amazon, je suis catastrophé, parce que je trouve que c'est une entreprise prédatrice sur laquelle on prélève quasiment aucun impôt, qui est destructeur en matière de certains secteurs, notamment dans la distribution physique. Il suffit de voir les dégâts que ça a occasionné dans le secteur, par exemple aux États-Unis, en France, Jouet Club, et aux États-Unis les Macy's, etc., qui sont en train de faire faillite, des milliers d'emplois supprimés. Donc voilà, je suis assez mitigé, mais sur la stratégie, c'est vrai que c'est magnifiquement joué. Et pas très clair sur l'écologie également, puisqu'il y a destruction de biens, beaucoup de biens qui ne sont pas achetés par les consommateurs d'Amazon. Effectivement, et c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, avant tout, Amazon, c'est un géant de la logistique. C'est un géant de la logistique avec des entrepôts un peu partout dans le monde qui stockent les marchandises des partenaires qui vendent. Et aujourd'hui, ça représente plus de 50% du chiffre d'affaires. Et donc, au bout de 6 mois, les frais de logistique pour le partenaire augmentent de manière drastique, c'est-à-dire qu'il paye quelque chose comme $50 par mois, et ça passe à $600 au bout de 6 mois. Donc évidemment, le partenaire, il n'a pas d'autre choix que de détruire la marchandise qu'il a stockée si elle n'est pas vendue. Donc évidemment, ça a des conséquences catastrophiques pour l'environnement, mais serait-ce que humainement parlant, quand on voit des produits neufs détruits alors qu'on voit tellement de pauvreté et de personnes qui auraient besoin de ces biens, de ces produits, je trouve ça effectivement choquant. Alors que cherche Jeff Bezos, le patron d'Amazon, à travers ses acquisitions et cette nouvelle chaîne de supérettes régionale, cette fois-ci aux États-Unis? Je m'a dit, c'est une histoire de coût, d'argent, de consommation. On va peut-être séduire de nouvelles clientèles? Non, c'est le cheval de Troie pour effectivement aller dans le sens de la livraison.
Ils sont en train de le faire aux États-Unis, en Inde, dans les grands pays, parce que, en gros, Amazon a toujours opéré comme ça. Elle a commencé par le livre, puis après, elle s'est ouverte sur tous les autres produits. Donc, c'est un logisticien à 100%. Pour qu'il puisse s'implanter dans des pays et faire concurrence à des sites locaux, à des marchands locaux, il va falloir qu'il assure la livraison en 48 heures, parce que c'est quoi la clé d'Amazon? C'est que vous achetez un produit, vous l'avez en 48 heures. Ils ont essayé les box en se disant, bah tiens, on mettra des box avec des partenaires, nice to have, sympa, mais c'est pas l'économie d'échelle. Donc pour pouvoir générer de la croissance à 2 chiffres, il va falloir tout de suite s'implanter dans un pays, avoir des points relais dans lesquels on va livrer. Là, le seul moyen, c'est quoi? La grande distribution qui est disponible, vous allez acheter votre produit de première nécessité et du coup, vous pouvez être livré de votre produit. Donc non, c'est le cheval de Troie pour continuer la même logique d'être hégémonique. On peut maintenant, il charge à nous de protéger les sites locaux, les commerçants locaux, de faire en sorte à ce que ils puissent pas être concurrencés de cette manière. Il y avait même une proposition, enfin je l'ai vu en France, d'un start-upper qui disait il va falloir accepter que ou interdire la livraison en 2 jours, parce que Amazon, elle joue sur ça. C'est que les petites entreprises sont incapables d'avoir le produit rapidement et d'avoir un SLA, enfin une livraison au bout de 48 heures. Ils sont sur cette logique de logistique et de maîtrise de toute la chaîne. Donc complémentarité renforcée. Ouais, exactement. Il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, enfin en fin 2017 en tout cas, le chiffre d'affaires d'Amazon, c'était 178 milliards de dollars de chiffre d'affaires et seulement 3 milliards de résultats nets. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la partie logistique, et notamment la partie livraison, leur coûte extrêmement cher, près de 15% du chiffre d'affaires global. La marge opérationnelle sur la partie e-commerce n'est à peine de 2%, c'est-à-dire très très faible finalement, ils gagnent quasiment rien. C'est le programme Amazon Go, effectivement, livraison en 24 heures. Ils perdent de l'argent aujourd'hui concrètement là-dessus. Comment ils réussissent à survivre? En réalité, quand vous payez de l'Amazon, c'est grâce à leurs autres activités qui sont hyper rentables. Donc aller faire chercher à un client son colis dans un magasin physique, c'est peut-être plus intéressant. Oui, alors c'est ça, effectivement, la suite de la stratégie, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, la livraison, ça coûte extrêmement cher. Donc, ouvrir des magasins à travers les États-Unis, ça permet aux clients Amazon d'aller chercher dans une boutique physique la marchandise qu'il aura achetée sur Internet. Ça coûtera moins cher en frais de livraison et ça augmentera la rentabilité de l'entreprise. C'est aussi ça l'objectif. À quoi s'attendre à l'avenir? Parce que là, on parle donc pour l'instant, Whole Foods, cet achat de cette chaîne alimentaire bio en 2016, ça a concerné le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis. Là, cette nouvelle chaîne de supérettes régionales, dont on n'a pas encore le nom, c'est pour la fin d'année dans quelques États d'Amérique, principalement la Californie. On voit qu'il y a une diversification. Il y a du bio, il y a Amazon Go, donc pour aller chercher son colis ou trouver quelques colis, enfin quelques produits qui sont déjà vendus sur la plateforme Amazon. Et puis maintenant, il y a ces chaînes de supérettes régionales, donc on va jouer notamment sur le capital humain, j'imagine. Alors qu'il y a eu très récemment de la part de Amazon un vaste recrutement de livreurs, une augmentation des salaires, des annonces pour essayer de communiquer, pour jouer sur l'image d'Amazon, alors que on sait très bien qu'aux États-Unis il y a eu beaucoup de vagues de protestations sur une rémunération très faible et des conditions de travail très dures. Ça permet aussi d'atténuer son image, encore une fois. Ah oui, sur ça c'est des effets d'annonce. Après, ce qui va se passer, c'est que le fer de lance, ça sera toujours le site. Je vais acheter à la place d'attendre le produit chez moi, je vais le chercher et je vais le chercher dans un point qui est proche. Et donc c'est une économie extraordinaire en rachetant des chaînes qui contiennent 400, 500 points de vente. C'est extraordinaire comme il est actuellement le premier logisticien de la planète. Mais là, du coup, il y a aussi un visage humain. Maintenant, il va y avoir de plus en plus aux États-Unis un visage humain derrière Amazon. Il y avait le livreur qui venait frapper à la porte quelques secondes, qui vous ramenait un colis. Cette fois-ci, quand vous allez en supérette, quand vous allez acheter des produits bio ou quand vous allez récupérer un colis, il y aura vraiment peut-être une complicité qui va se créer, non? Il y a pas peut-être ce rapport-là aussi qui peut être nouveau dans le rapport avec les géants du net aux États-Unis? Alors la partie visage humain, c'est vraiment une très faible partie de la stratégie, parce qu'effectivement Amazon avait pour objectif, avait commencé à un moment donné à commercialiser des produits alimentaires, et c'est clair qu'on n'achète pas sur Internet de la viande ou des produits frais. Effectivement, si on veut rentrer dans cette stratégie-là, il vaut mieux avoir une présence physique. Mais pour moi, c'est même pas la stratégie en elle-même. Aujourd'hui, vous parliez au démarrage sur Amazon, c'est une entreprise qui est extrêmement diversifiée aujourd'hui, pas simplement dans le e-commerce et le commerce physique, c'est aussi
aussi du cloud, c'est aussi du streaming vidéo, c'est aussi la maison connectée, c'est aussi des services financiers, puisqu'aujourd'hui, Amazon prête énormément d'argent aux PME. Demain, elle pourrait être dans les services bancaires, imaginons. Ça peut être des cinémas, ça peut être des malls à l'avenir. Ça peut être beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en réalité, c'est les activités annexes qui financent le développement du e-commerce et de la distribution classique. C'est grâce au cloud, c'est grâce à la publicité qu'aujourd'hui Amazon finance son expansion. Hicham Hamadi. La question du visage humain n'est pas centrale. Pourquoi ? Parce que demain, les points de vente qu'ils auront, ils seront automatisés. Hein. Il ne faut pas s'attendre à ce que ils vont recruter, on va maintenir. Ça sera complètement comme ce qu'on voyait dans les publicités, où une vitrine, vous arrivez avec votre code et puis après vous allez avoir le produit sur votre caddie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, exactement, c'est le principe même de Amazon Go. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas en termes de visage humain, mais en termes de recrutement. Ils ont du mal à recruter aux États-Unis, notamment pour les fêtes de Noël. D'où notamment cette communication, on va augmenter les salaires à la veille de Noël. Ça permettait à Amazon de tuer quelques concurrents. Mais on sait qu'ils ont du mal à recruter. Donc avoir une présence physique de plus en plus éparpillée, notamment avec des chaînes régionales, ça peut permettre de recruter beaucoup moins parce qu'il y aura déjà des implantations physiques avec des personnes. C'est une réduction des coûts extraordinaire. C'est une réduction de coûts. C'est aussi un complément de revenus parce que quand on arrive là-bas pour prendre notre colis, on va acheter autre chose, donc on capitalise sur un métier qui existe déjà et puis après on continue. Amazon a toujours eu la même cohérence depuis toujours. Hein. C'est un logisticien, c'est quelqu'un qui est là pour optimiser la chaîne de livraison, la chaîne de logistique, la chaîne de stockage, la maîtrise du produit et puis après faire en sorte à ce que le produit arrive le plus rapidement possible. Ils n'ont jamais, ils étaient toujours cohérents. Ils ont commencé à du livre, puis après ils se sont élargis à autre chose. Les activités du cloud et compagnie, ils étaient obligés parce que vous gérez des masses de données, vous devez maîtriser l'outil technologique. Quand vous le maîtrisez, vous le vendez aussi. C'est aussi simple que ça. Donc ils sont très très cohérents. Ça va continuer. Ça c'est le premier. Enfin c'est le premier parce que il y a les Alibaba qui arrivent aussi. Maintenant il y a encore la chaîne logistique à voir parce que la différence entre Amazon et Alibaba c'est celle-là où c'est que Alibaba c'est une centrale dans laquelle tout le monde peut y être. Maintenant la chaîne logistique elle est pas maîtrisée. Amazon elle maîtrise toute la chaîne. Amine Diouri pour conclure. Oui, pour conclure, je dirais simplement que la stratégie d'Amazon, c'est une stratégie qui est relativement classique. C'est ce qu'on enseigne en école de commerce, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des activités vache à lait, le cloud, la publicité, avec des rentabilités fortes qui financent les activités à faible rentabilité comme le e-commerce. Et ça marche très bien, c'est très intelligent et ça permet aujourd'hui à Amazon de devenir une entreprise prédatrice sur un certain nombre de secteurs. Mais il faut voir les dégâts ensuite. Merci beaucoup, messieurs. Amine Diouri, responsable PME chez InfoRisk, Dun & Bradstreet. À très bientôt. Merci, à bientôt. Hicham Hamadi, analyste politique et économique, directeur général de Hitch Maroc. À bientôt également. À bientôt. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts atlantiques à 10h10. 10h le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée à toutes et à tous.